Nous avons souhaité tenir cette conférence de presse pour parler au peuple sénégalais. Je ne m'adresse pas aux polémistes. Je ne m'adresse pas à ceux qui sont foncièrement clivés et qui appartiennent à des courants adverses. Je m'adresse à cette grande majorité silencieuse qu'est le peuple sénégalais. La violence est détestable, voire même haïssable, d'où qu'elle vienne. La violence n'est pas souhaitable, parce que rien ne peut se faire sans une paix, et une paix durable. J'ai dit l'autre jour que nous sommes les premiers promoteurs de la violence, parce qu'il ne sera jamais établi un seul acte de violence que nous avons commis de manière offensive. Nous avons toujours été sur la défensive, nous avons toujours résisté à l'oppression, notamment à l'oppression de Macky Sall. Et pour ce faire, je vais vous donner des faits, des chiffres et des dates. La première violence qui a été exercée contre nous l'a été en 2016, au mois d'août 2016, lorsque je fus radié sans raison de la fonction publique. Elle a été suivie par le 6 octobre 2018, l'assassinat lâche d'une de nos militantes à la suite d'un meeting que nous avions organisé à Keur Massar. Je veux citer Madame Mariama Sagna. Cet événement douloureux continue à nous poursuivre puisque nous continuons à honorer sa mémoire, mais de l'autre côté, nous continuons à assurer un soutien substantiel à sa famille, notamment les 3 enfants qu'elle a laissés derrière elle. Son assassinat ne fut pas seulement une violence physique, mais il fut accompagné de violences verbales parce que certains membres du régime ne s'étaient pas privés de jeter l'opprobre sur la mémoire de la défunte. Le 3 octobre 2018, une autre violence s'exerça à Ziguinchor où nos militants furent attaqués pour leur prendre les fiches de parrainage et où la gendarmerie fut envoyée de manière inquisitoire chez ma maman pour aller récupérer les fiches de parrainage. Elle sera suivie quelques jours plus tard par le sac de notre siège 6 à Yoff où du matériel a été cassé par des nervis envoyés par M. Diouf Sarr, des nervis qui ont cassé tout ce qui se trouvait comme ordinateur, comme téléviseur et qui ont blessé les 2 permanents qui s'y trouvaient. Une plainte avait été déposée à la gendarmerie de la Foire, à ce jour sans suite. Le 4 février 2019, notre caravane fut attaquée à Saint-Louis et nos militants furent gravement blessés, précisément le 4 février 2019, un jour après le démarrage de la campagne. Des plaintes avaient été déposées, jusqu'à présent, aucune suite. Et je précise que c'était des nervis envoyés par M. Mansour Faye. Le 10 février 2019, notre caravane fut également attaquée à Mbour, au quai de pêche de Mbour. Et tout ce que je dis peut être vérifié parce que les images sont encore là sur les sites internet. Le 11 février 2019, notre caravane fut attaquée en pleine campagne à Fatick par des nervis envoyés par le ministre des Sports et beaucoup de nos militants furent gravement blessés et jusqu'à ce jour, il y en a un qui fait la navette entre Fatick et Dakar pour pouvoir bénéficier de soins de rééducation. Le 18 février 2019, notre convoi fut attaqué à Aéré Lao par des nervis armés de coupe-coupe, de machettes et de pierres envoyés par M. Muntagassi, le DG de l'APIX. Le 3 mars 2021, notre convoi fut violemment attaqué alors que je me rendais simplement au tribunal pour répondre à une convocation du juge d'instruction. Ce fut devant toutes les caméras du monde, du Sénégal comme de l'étranger. Cela entraîna une semaine de violence
intense à Dakar, au bout de laquelle 14 vies humaines furent perdues. Et jusqu'à ce jour, aucune enquête n'est diligentée par l'État du Sénégal, c'est-à-dire par Macky Sall, pour identifier les auteurs, alors que tout le monde a vu les nervis recrutés par l'APR, logés au siège de l'APR et au siège du Parti Socialiste. Les vidéos sont là, les preuves sont là, et nous avons fait un mémorandum que nous avons partagé au niveau national et au niveau international avec toutes ces preuves. Le procureur de la République refuse d'ouvrir une instruction sur cette affaire. 14 vies humaines ont été perdues. Des dizaines et des dizaines de blessés, et je tiens à dire que jusqu'au moment où on vous parle, c'est nous qui assumons la prise en charge de tous ces blessés. Il y en a qu'on a logés ici, à Ouakam, et nous gérons tous les soins de ces blessés, ce qui nous coûte au minimum 1 500 000 par mois. Ceux qui ont été blessés, estropiés, qui ont perdu un bras, une main ou une jambe, nous sommes en train de leur faire des prothèses avec l'aide de la diaspora que je remercie au passage. Je disais tantôt que nous sommes les premiers promoteurs de la paix au Sénégal. On me signale qu'il y a eu un lapsus. Ces événements ont été douloureux et ont entraîné l'intervention des guides religieux au Sénégal. Ce qui nous avait amené, bien que tenant le bon bout, tout le monde avait vu que le rapport de force était totalement inversé et que celui qui se définissait comme un lion s'était transformé en chat, caché sous son lit. Mais sur demande des guides religieux et de la société civile, nous avions accepté de lancer un mot d'ordre d'apaisement, de demander à ce que tous les jeunes regagnent leur foyer. Et je rappelle également que le principal intervenant, qui était le Khalife général des Mourides, nous avait demandé en contrepartie de la doléance qu'il avait introduite que nous lui transmettions notre mémorandum qu'il remettrait en main propre à Macky Sall, ce qui fut fait. Et jusqu'à présent, ce mémorandum n'est pas suivi d'effet. Pire encore, depuis lors, 20 jours à peine après ces événements, Macky Sall se rendait à Diamniadio, où il réunissait soi-disant la jeunesse sénégalaise, celle-là qui venait de lui infliger sa première vraie défaite. Il réunissait en réalité quelques-uns de ses militants, et de là-bas, il a lancé des menaces pour dire que ce qui s'était passé ne se repassera jamais, qu'il allait prendre des dispositions. Et en parlant de dispositions, c'était de réarmer les forces de défense et de sécurité, de recruter 2000 ou 3000 policiers, 2000 ou 3000 gendarmes, de voter des lois liberticides sous couvert du terrorisme, de mettre des magistrats béni-oui-oui qui sont à sa disposition. Et c'est ça son dispositif de répression. Mais il se trompe s'il pense que ça peut arrêter un peuple. Il n'a qu'à demander à Ben Ali, il n'a qu'à demander à Bouteflika, il n'a qu'à demander aux Soudanais. On n'arrête pas un peuple avec des chars. Il n'a rien compris. Des menaces, il y en a eu. Des invectives, des insultes sur les plateaux de télé, des insultes par écrit. Il y en a eu depuis lors. Parce qu'ils n'ont que cela à la bouche. Et c'est pourquoi je m'inscris en faux quand on dit qu'il y a des jeunes très virulents sur Facebook ou sur les réseaux sociaux qui attaquent, etc. Certes, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de faire, qui ont souvent des faux profils. Et beaucoup ont été identifiés comme étant des profils fomentés, créés par des gens de la paix, avec la photo de Sonko pour insulter des guides religieux, pour insulter des dignitaires. Mais ça n'a rien à voir avec nous. Mais les gens qui sont avec nous et qui ne se cachent pas, qui ont des profils, se battent avec les armes qu'ils ont parce qu'ils n'ont pas accès aux télévisions verrouillées, ils n'ont pas accès à beaucoup de médiums, mais ils se battent avec les moyens qu'ils ont et c'est les moyens du XXIe siècle, heureusement. Et nous l'assumons. Des attaques physiques, il y en a eu également. Et les 2 dernières en date, c'est des attaques contre ma personne, des attaques attentatoires même à ma vie, à Ziguinchor. Vous savez que si je n'étais pas un homme de paix,
Vous savez qu'à Ziguinchor, j'ai les moyens de régler mes comptes en une fraction de seconde. Je ne sais pas où, mais à Ziguinchor, en une fraction de seconde, j'ai les moyens de régler mes problèmes. Mais c'est parce que nous sommes des hommes de paix que nous évitons de recourir à la violence. Mais chaque chose a ses limites. Donc, 2 attaques à Ziguinchor. Je ne parle pas des arrestations arbitraires, dont la dernière en date, c'est l'arrestation en compagnie de Barthélémy Diaz et Malick Gakou, simplement parce qu'on se rendait au tribunal. Je ne parle pas maintenant de toutes les autres violences qui ont été exercées sur la classe politique, dont les plus en vue sont des violences judiciaires pour éliminer des adversaires politiques qu'on craignait, notamment M. Khalifa Abubakar Sall et M. Karim Meïssa Wade. Tout le monde a assisté à ces violences. Je dis tout le temps qu'Abdoulaye Wade, on peut lui reprocher ce qu'on veut, Abdoulaye Wade n'a jamais empêché un adversaire de concourir. Même ceux qui faisaient peser une menace réelle sur lui. Même Abdou Diouf n'a jamais empêché Abdoulaye d'être candidat. Senghor ne l'a pas fait. Avec Macky Sall, à moins de 7 ans, on a empêché à 2 candidats de pouvoir compétir. C'est inédit dans les annales politiques du Sénégal. Ça, c'est la forme suprême et absolue de violence. Et c'est une violence d'abord contre la démocratie sénégalaise, contre la libre expression du suffrage par le citoyen. Et nous avons assisté à ça ici. Je ne parle pas des arrestations et des tortures contre les activistes. Toutes les semaines, le plus en vue, c'est probablement Guy Marius Sagna. Est-ce qu'il n'a pas fréquenté au moins une vingtaine de fois les grilles et les geôles de Macky Sall? Quelquefois parce qu'il a simplement fait un post Facebook. Et pendant tout ce temps-là, il abrite derrière lui des criminels à col blanc qui ont volé l'argent du pays, pris la main dans le sac, épinglé par un rapport, pris en flagrant délit. Ça, si ce n'est pas de l'injustice, comment vous pouvez l'appeler? Et je voudrais lancer un appel aux Sénégalais. Il faut que les gens arrêtent de penser qu'être opposant, c'est être martyr, c'est être souffre-douleur. L'opposition n'est pas un crime. C'est la constitution de ce pays qui donne à tout Sénégalais la possibilité de choisir, de faire ou de ne pas faire la politique. Et s'il en fait le choix, d'aller au pouvoir ou de faire de l'opposition. C'est un droit constitutionnel. Mais dès que vous êtes opposant dans ce pays, tout le monde vous avertit. Vous allez faire la prison. Est-ce que ceux qu'on appelle les grandes démocraties, est-ce qu'ils sont meilleurs que nous? Est-ce que nous devons accepter que nous sommes presque à l'état animal où les gens se dévorent comme dans la jungle et on n'applique pas la loi? Pourquoi un adversaire peut faire de la politique aux États-Unis sans être inquiété, sans qu'on fomente des complots, sans qu'on essaie de l'emprisonner, qu'il puisse le faire en Allemagne, qu'il puisse le faire en Italie, je ne sais où, et qu'au Sénégal, dès que vous êtes opposant, surtout sous Macky Sall, on vous dit préparez vos bagages, vous irez en prison. Au nom de quoi? C'est ça la pire forme de violence et d'injustice. Et elle prendra forme de gré ou de force dans ce pays. Parce que personne n'acceptera plus ces pratiques. Macky Sall n'est pas mieux né que les gens. Il n'est pas plus légitime que les gens. Il n'est pas plus sénégalais que les gens. Il ne faut pas qu'il pense qu'il a hérité de ce pouvoir et qu'il peut en faire ce qu'il veut. Nous ne l'accepterons pas. La liste est très longue et nous la publierons, plus un documentaire qui a été monté sur les violences sous l'ère Macky Sall et qui sera diffusé dès cet après-midi, avec des preuves à l'appui. Ceci pour dire simplement que Macky Sall n'est pas un homme de paix. Obnubilé par le pouvoir, il est prêt à passer sur des cadavres pour s'y maintenir. Il est déjà passé sur des cadavres. C'est ça la réalité. Mais nous ne le laisserons pas faire. Il s'est fourvoyé depuis le début en pensant qu'il pouvait réduire l'opposition à néant. Mais un pays comme le Sénégal, qui connaît la confrontation politique, l'opposition politique, depuis avant même l'indépendance, pionnier au sein de l'AEF et peut-être même de l'Afrique, et qu'au XXIe siècle, un président, soi-disant né après les indépendances, vient dire que je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. C'est irréfléchi.
Il ne peut pas, il n'en a pas les moyens. Et malheureusement, il y a des turiféraires autour de lui, ou des soi-disant analystes qui font le tour des plateaux pour dire que le monsieur serait un génie politique. Un génie politique incapable de régler le problème des Sénégalais. Incapable de mettre fin à la souffrance d'un peuple qui ne mange pas à sa faim, qui ne se soigne pas correctement. Regardez, les hôpitaux sont des mouroirs, qui ne s'éduquent pas correctement, qui n'ont pas d'emploi, les jeunes sont là. Vous êtes incapable de faire ça et vous dites que vous êtes un génie politique. C'est quoi un génie politique finalement? En tout cas, Mahathir, à mon sens, est un génie politique. Mais quand vous allez en Malaisie, vous pouvez voir de vous-même que Mahathir est un génie politique. Parce qu'en 10 ou 15 ans, il a fait des miracles là-bas. C'est ça un génie politique. Et un génie politique qui passe tout son temps à comploter pour liquider X ou Y. C'est ça un génie politique. Il faut que les gens reviennent à la raison. Et malheureusement, c'est les intellectuels, des intellectuels eux-mêmes qui tombent dans ce piège, dans leur analyse. Nous ne sommes pas violents, je l'ai dit. Nous sommes simplement les premiers à avoir réussi à tenir tête à la violence aveugle de Macky. Nous ne sommes pas violents. Il l'a fait et refait sans problème. Par la grâce de Dieu et le soutien du peuple sénégalais, auquel je rends hommage ici, je dis que nous sommes les seuls à avoir pu tenir tête à la violence aveugle de Macky Sall. Nous sommes en posture de légitime défense. Et tous ceux qui diront le contraire sont nos ennemis. Parce que personne ne me dira d'aller me livrer à Macky Sall pieds et poings liés. Parce que quand vous entendez certains discours, c'est ce que ça sous-entend. Oui, etc. Laissez passer, yalla baxna, yalla bonul musul bon. Waye yalla du bayal ken tolam. Je voudrais également revenir sur des arguments qu'on entend souvent. Je dis, si on n'a pas le courage de dire la vérité, d'indexer les coupables, mieux vaut s'abstenir de parler. Souvent, quand il y a des accrochages quelque part, vous entendez des gens qui disent on les renvoie dos à dos. Après, ils reviennent pour dire nous allons faire. Non, vous ne pouvez pas renvoyer les gens dos à dos. Quand il y a un problème, il y a forcément quelqu'un qui a fait ce qu'il ne devait pas faire. Il y a quelqu'un qui a pris l'initiative d'attaquer. Et tout le monde sait qui attaque. Et pourquoi revenir pour dire on les renvoie dos à dos? Deuxièmement, on veut faire croire que tout le monde est armé, surarmé, que tout le monde a une milice prête à attaquer les gens. Tout le monde a des nervis. Mais c'est faux. Nous avons une sécurité rapprochée malgré nous. Parce que si j'avais le choix, je ne serais pas tout le temps encadré de 2 ou 3 personnes. Mais la situation l'exige. Vous ne verrez jamais cette sécurité autour de ma personne aller attaquer pour disperser un meeting de la paire, ou pour aller attaquer la maison de quelqu'un de la paire, ou pour intercepter des jeunes de la paire et les tabasser. Vous ne le verrez jamais. C'est une protection rapprochée. C'est quand il y a une menace ou un danger sur nos personnes, ils sont là pour écarter cette menace et ça se limite à ça. Ça n'a rien à voir avec les milices qu'on recrute, qu'on loge dans des sièges, à qui on donne des fusils d'assaut pour leur dire allez tirer sur la foule. Ça, c'est la paire qui l'a, c'est Macky Sall qui les a. Et les vidéos sont là pour le montrer. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Après, on dit oui, il veut conquérir le pouvoir en marchant sur des cadavres, il veut brûler le pays. Moi, je ne peux pas brûler le pays. Le seul qui a aujourd'hui cela entre ses mains, il s'appelle Macky Sall. Et je peux vous garantir qu'il n'hésitera pas à le faire. Il n'hésitera pas. La stratégie qu'il a, c'est la stratégie du chaos. Parce qu'il ne compte que sur ça pour pouvoir justifier des mesures exceptionnelles, l'état d'urgence, l'état martial, etc., sortir de l'armée et en profiter pour essayer de passer en force. Donc nous ne sommes pas dans cette dynamique. Nous avons les moyens de conquérir le pouvoir si Dieu le veut bien et si les Sénégalais nous font confiance.
par des voies démocratiques, parce qu'il y a 5 ans, nous n'existions pas. Aujourd'hui, nous sommes là où nous en sommes. Ça veut dire que si on n'est pas obnubilé, on sait qu'on est sur la bonne trajectoire et on n'a pas à être pressé. Nous n'avons que le Sénégal, nous n'avons aucune autre nationalité. Nous n'avons aucun parent ailleurs, nous sommes ici, nous vivons ici, nos enfants vivent ici, ils étudient ici. Quel intérêt nous aurions à brûler le pays? Ils disent également, parce qu'on essaie de nous mettre en mal avec le peuple sénégalais chaque fois, avec l'instrumentalisation d'une certaine communication. Moi, personne ne peut me mettre en mal avec personne. On ne peut pas me mettre en mal avec les dignitaires religieux. Je respecte tout le monde et je crois l'avoir suffisamment démontré. Ce que nous disons, nous considérons être une personnalité, humblement, modestement dans ce pays, suivi, écouté, aimé par des milliers et des milliers, voire des millions de Sénégalais d'ici et de la diaspora, et au-delà même dans tout le continent africain. Beaucoup d'espoirs sont fondés, non pas sur notre personne, mais sur notre projet. Nous considérons qu'à ce stade, si nous avons besoin de parler à une autorité religieuse, nous n'avons pas besoin d'intermédiaires, nous demanderons à être reçus. Si cette audience nous est accordée, nous irons rencontrer la dite autorité religieuse pour lui parler. Si une autorité religieuse a besoin de nous parler, elle n'a pas besoin d'intermédiaire. Elle nous fait appeler. Toute affaire cessante, nous irons répondre et écouterons, discuterons, expliquerons. Parce que souvent, des gens se prévalent de parler au nom d'une autorité religieuse ou au nom de toute une religion ou de toute une tariqa, alors que personne ne les a envoyés. Vous voyez même des gens qui sortent pour menacer au nom de toute une tariqa, alors que personne ne les a envoyés. Ces formes de chantage-là, c'est fini. Si on a des choses à dire, les responsables sont là, on les dira. Et nous respectons énormément les autorités religieuses. C'est pourquoi, quand elles nous demandent quelque chose, nous obtempérons. Beaucoup de gens continuent à nous reprocher. Certains me disent, si tu nous avais laissé finir le travail au mois de mars, on n'en serait pas là. Beaucoup de gens m'interpellent pour me dire ça. Nous avons accepté parce qu'une autorité respectée, respectable, nous a demandé et nous avons accepté. Et nous ne regrettons absolument rien par rapport à ça. Est-ce que l'autre partie a respecté sa part du contrat? Absolument pas. Parce que dès le lendemain, c'est des menaces et aujourd'hui, c'est des attaques, c'est des invectives et c'est des manipulations. Maintenant, pour l'initiative de la charte, je voudrais simplement dire le respect que j'ai pour les initiateurs de cette charte. Respect qui s'est matérialisé au mois de février quand ils ont souhaité me rencontrer. Je les ai reçus chez moi en pleine crise. Et nous avions eu à discuter longuement. Respect qui s'est matérialisé également dans toute la phase qui est partie du février au mois de mars, où ils ont travaillé étroitement avec le M2D et notamment avec Dr Cheikh Tidiane Dièye. Jusqu'à la journée du 8 mars, ils ont passé la journée avec nos éléments, ils ont discuté, ils ont insisté et demandé à ce qu'un mot d'ordre soit lancé à la jeunesse. Et ils étaient en contact permanent avec le préfet, parce que le préfet du préfet, lui, s'était caché en ce moment. Et nous avions accepté. Je crois que c'est suffisamment probant pour démontrer que nous avons beaucoup de respect pour ces messieurs. Mais il y a des problèmes. Le premier, c'est que quand je les avais reçus, j'avais posé un certain nombre de questions. De quelle légitimité et de quel pouvoir dispose-t-il pour pouvoir infléchir éventuellement l'autre camp, pour pouvoir lui parler, premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'ils assumeraient d'aller jusqu'à dénoncer publiquement s'il était établi, s'il était carrément établi que le tort incombait à
Macky Sall, est-ce qu'ils accepteraient publiquement de le dire pour que le peuple soit édifié? Parce que si vous voulez jouer un rôle d'arbitre, il faut accepter de pouvoir désigner le coupable. J'avais posé également cette question-là. Je n'ai pas eu de réponse et je continue à poser cette question. Quelle est la valeur exécutoire d'une charte signée dans ces conditions-là? De quel pouvoir disposons-nous pour contraindre les uns et les autres à appliquer cette charte? Mais mieux encore, quand on a une constitution et des lois de la République qui régentent déjà cette matière, on dit, je ne parle même pas de violence globale, on dit 2 caméramans se sont battus, l'un a blessé l'autre, ils cherchent un certificat médical, ils portent plainte, on arrête, on juge. A fortiori, lorsque c'est des milices qui sont armées pour aller attaquer des gens et tuer, il y a des lois de la République qui réglementent cela et qu'on n'applique pas. Quand on a la Constitution, qui est la charte fondamentale, on a le code pénal, le code de procédure pénale et tout un arsenal encore de lois et règlements qu'on n'applique pas. On a une administration judiciaire, on a une justice, des procureurs un peu partout, des juges d'instruction, des juges du jugement, ainsi de suite. Et que tout ça n'opère pas pour régler cette question définitivement. Comment peut-on penser qu'une charte peut régler ça? Un engagement à valeur strictement morale pour ceux qui ont de la morale. Et nous savons qu'on n'en a pas beaucoup par ailleurs. Comment voulez-vous qu'on règle cette question-là avec une charte? Disons-nous les choses telles quelles. Alors, nous avons posé ces questions-là. Ensuite, entre les médiations qui ont été engagées au mois de mars et maintenant, les agressions verbales ont repris, les agressions physiques ont repris, les agressions judiciaires ont repris, les agressions policières ont repris. Nous n'avons vu personne pour en parler. Nous n'avons vu personne pour condamner. Nous n'avons vu personne pour réagir. Pourquoi subitement sortir maintenant? Parce que ceux qui sont tout le temps attaqués, tabassés, blessés, tués, on dit qu'on ne se laissera plus faire. On se lève pour dire qu'on veut faire une charte. À quoi servirait cette charte-là? Et ce que nous ne voudrions pas, c'est qu'on nous enferme. Parce qu'une signature, pour un homme de principe, une signature, ça vaut ce que ça vaut. Et quand vous signerez que demain, au soir du 23, Macky Sall décide de tripatouiller les élections à Dakar ou à Ziguinchor, on va dire aux gens, vous ne pouvez pas bouger parce que vous aviez signé. C'est comme ça que ça va se passer. Demain, ce sera la même chose pour le 3e mandat. Moi, j'ai dit, et je le réitère, je ne signerai pas de charte ou de pacte de non-violence. Ma position, elle est très simple. Nous n'attaquerons jamais quelqu'un, je le réitère. Diam fofu lay commencer. Que chacun se retienne d'attaquer. Nous n'attaquerons, vous n'entendrez jamais que nous avons attaqué. Nous éviterons autant que possible, tant que c'est de petites forfaitures, de réagir. Il y a des choses qu'on ne peut plus accepter. Parce que ceux qui ont été blessés au mois de mars, c'est nous qui continuons à les gérer. On ne peut plus accepter cela. Et que chacun doit aujourd'hui s'assumer et prendre ses responsabilités. Ensuite, si on veut un pacte, le pacte existe déjà. Parce que le mémorandum structuré autour de 10 points qui avait été remis à Seigne Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, au mois de mars, qu'il avait promis de remettre à main propre à Macky Sall, et qui englobait un certain nombre de points, parmi lesquels l'ouverture d'une enquête pour identifier, traquer, arrêter et juger les auteurs des crimes qui ont été commis, l'indemnisation des familles des victimes et des blessés, la cessation de toutes les tracts injustifiées contre les opposants, la déclaration publique de M. Macky Sall de ne pas briguer un 3e mandat, parce que retenez qu'en Afrique, partout où ça brûle, c'est le 3e mandat qu'il a brûlé, partout en Afrique. Et si Macky Sall persiste, je ne crois pas que ça épargnera le Sénégal.
de restituer leurs droits civiques à des opposants qui en ont été injustement privés. Il y avait une dizaine de points. Ça, c'est entre les mains de Macky Sall. Je demanderai au cadre unifié de l'islam, je leur demanderai humblement d'aller regarder, vérifier là où on en est avec ces questions-là et de reprendre cette affaire là où on l'avait laissée. Je crois que c'est mieux que d'ouvrir un autre dossier qui va nous faire repartir à zéro et qui va essayer d'enterrer ce qui s'était passé. Parce que nous attendons l'ouverture d'une enquête pour identifier les criminels. Ça, c'est extrêmement important. Enfin, je parlerai un peu de la justice, la mascarade qu'il y a eu avant-hier avec le Conseil supérieur de la magistrature. Je dirais simplement que malheureusement, chaque Conseil supérieur de la magistrature se tient avec son lot de complots, de règlements de compte, d'exclusion de magistrats qui n'ont commis aucune faute que leur dignité et leur indépendance, qui comprennent pourquoi ils ont prêté serment, et de promotion de béni-oui du régime. Et cela va continuer tant que le président de la République et son ministre de la Justice vont siéger au Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est des survivances de régimes dépassés qui ne garantissent pas la séparation des pouvoirs. Tant qu'on aura ce système, c'est illusoire de parler d'indépendance de la magistrature. Et la réponse qui a été servie d'ailleurs par le ministre de la Justice à un des magistrats qui a eu le courage de dire là-bas, séance tenante, ce qu'il pensait, cette réponse est éloquente et elle prouve que c'est l'exécutif qui choisit ses juges, qui vont juger pour lui et non pas au nom du peuple sénégalais. Et l'illustration la plus parfaite en est les profils qui ont été retenus pour le poste de procureur de la République et pour le poste de doyen des juges. Je ne me réjouis absolument pas du départ de Serigne Bassirou Gueye, parce qu'entre lui et celui qui vient, c'est la même chose. Et peut-être même ce sera pire. Je ne m'en réjouis absolument pas. Je constaterai seulement, et je dirai seulement à Serigne Bassirou Gueye, qu'il s'est vanté partout qu'il allait avoir la tête de Sonko. Partout. Il a osé proférer même des menaces publiques. Il a osé même s'attaquer à ma vie privée. Pour un magistrat, c'est le summum de la bassesse professionnelle. Aujourd'hui, il part et il me laisse là où je suis. Et s'il plaît à Dieu, il me verra longtemps là où je suis. Il va rejoindre son mentor, Maître S en complot, et ils vont continuer à faire leur complot dans les couloirs du palais. Mais son remplaçant, n'oublions pas qu'il vient de la chambre d'accusation. Et il y a 3 mois, il s'était empressé de classer sans suite le fameux dossier des 94 milliards où des escrocs avaient grugé l'État du Sénégal avec la complicité de fonctionnaires pour siphonner 94 milliards. Et mieux encore, le rapport de l'OFNAC, que je félicite ici, parce qu'il faut le faire. Les gens disent que ça ne sert à rien, ça sert à quelque chose. Parce que ces rapports-là, tôt ou tard, on les sortira et on les traitera. L'OFNAC a eu le courage, je félicite la présidente et tous les membres de l'OFNAC, de faire un travail sérieux, qui a abouti, en plus des 94 milliards, à démontrer qu'il y a plus de 92 autres milliards concernant 26 autres dossiers qui ont été pillés. Je dispose du rapport. Dans un pays normal, ces gens auraient dû être arrêtés depuis longtemps et jugés. Et puisque c'est des porteurs de valises auprès de Macky Sall, on ne les inquiétera pas. Et je disais donc que c'est ce procureur, nouveau procureur, qui s'était empressé de classer sans suite. Et j'avais fait mon poste au mois de juillet pour dire qu'il ne pouvait faire autrement parce qu'on lui a promis le poste de procureur. Et l'histoire m'a donné raison. J'avais annoncé qu'on lui a promis le poste de procureur et qu'il obéirait au droit et à l'œil aux injonctions et aux instructions de Macky Sall.
Maintenant, est-ce que vous pensez que ce procureur-là, qui trouve sur sa table un rapport de l'OFNAC sur lequel Serigne Bassirou Gueye avait mis le coude pendant des mois et des mois, vous croyez que ce procureur-là va instruire ce rapport-là? Est-ce que vous le croyez? Et c'est ça là, ce qui est devenu la justice sénégalaise. Des dénis de justice, à longueur de journée. On veut être là à traquer des opposants et on dit aux gens ne résistez pas. Nous résisterons. C'est ça la vérité. 94 milliards, ce n'est pas un franc. Combien d'hôpitaux on peut construire avec ça? Combien d'écoles on peut construire? Combien d'emplois on peut créer? Et donc, je considère, puisqu'ils cherchaient des clones du défunt Samba Sall et de Bassirou Gueye, ils peuvent avoir trouvé même pire, parce que le second, c'est Omar Maham Diallo, dit que ce monsieur s'est lui-même compromis. Puisqu'en tant que magistrat, il a commis l'imprudence, peut-être qu'il ne pouvait pas s'en retenir, de poster sur sa page Facebook, en tout cas ce qui semble être sa page Facebook, de partager des articles à charge contre Ousmane Sonko. Des articles qui condamnaient Ousmane Sonko. Comment voulez-vous que ce monsieur aujourd'hui instruise correctement un dossier d'Ousmane Sonko? Et quand le poteau rose a été découvert, vous savez, Dieu est très grand. Dieu est très grand. Parce que depuis le début de cette affaire-là, à chaque fois qu'il fomente quelque chose, il y a un petit truc qui sort de l'autre côté et qui met tout à nu. Ils avaient tout prévu, mais ils avaient oublié peut-être cette affaire-là. Et depuis hier que les gens en ont fait leur chou gras sur Internet, mon avocat m'a appelé à 20h, 21h pour me dire, d'abord à 18h, il avait supprimé le poste, et à 21h, il a supprimé la page tout court. Les captures d'écran sont là, il y a des millions de captures d'écran qui ont été faites du moins. Comment pensez-vous que ce monsieur-là peut instruire un dossier qui concerne Ousmane Sonko, dossier sur lequel il avait déjà partagé des articles à charge pour dire que Ousmane Sonko est coupable? Mais c'est ça que Macky cherchait. Il n'a pas mis 9 mois pour rien. Il cherchait des gens qui obéissent au droit et à l'œil. Je veux bien, certains me disent, oui, c'est un magistrat désintéressé, intègre, mais faible, qui ne peut pas dire non aux instructions. L'intégrité ne va pas avec la faiblesse. Et la faiblesse ne va pas avec l'intégrité. Quand on croit à des principes et des valeurs, et quand on s'est battu toute sa vie pour être intègre, ne jamais prendre ce qui ne vous appartient pas, venir à l'heure, travailler correctement, on ne peut pas être faible. Et les magistrats qui ne sont pas faibles, on les connaît et vous savez tous qu'ils sont intègres. Avec nos avocats, nous allons voir cette affaire dans les jours à venir. Enfin, je dirais que cette page, j'ai été long parce que je voulais dire tout ce que j'ai à dire sur cette affaire. Je ne me prononcerai plus sur cela. C'est derrière moi. Parce que pour moi, c'est des diversions, mais auxquelles, malheureusement, on est obligé de temps en temps d'apporter quelques éclaircissements. Ce qui fait notre profil politique, c'est notre capacité à être dans le débat qualitatif, dans le débat public, dans le débat de proposition, de réflexion, de rédaction et de proposition. Et c'est pourquoi dans les prochains jours, je n'aurai pas de temps pour ces débats. Nous présenterons notre 3e ouvrage que nous avons co-écrit sur notre vision de la décentralisation dans les tout prochains jours aux Sénégalais. Parce que pour moi, un homme politique doit proposer, doit dire aux Sénégalais ce qu'il pense, ce qu'il voit et comment il le voit. Et deuxièmement, nous irons présenter à la Casamance, je n'ai pas dit à Ziguinchor, notre vision et notre programme pour la Casamance. Donc je ne serai plus là à débattre sur des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Je terminerai simplement par dire que je prends très au sérieux tous les avertissements sur des menaces portant sur notre sécurité, allant d'attentats sur notre personne à même des solutions, des schémas les plus extrêmes, notamment des meurtres. Ce n'est pas nouveau,
Depuis 2019, nous recevons ces alertes, quelquefois de personnes très bien indiquées dans le dispositif. Nous prenons toutes les précautions potentielles, en tout cas, qui sont à notre disposition. Mais je voudrais dire, et particulièrement à Macky Sall, que celui qui tient à la paix dans ce pays, qui tient à la paix pour lui-même, pour sa famille et pour les 17 millions de Sénégalais, devra s'abstenir de poser des actes irréparables dont les conséquences seront incalculables pour lui-même. Je vous remercie. Ouais. Est-ce que vous serez à la rencontre de soir de l'université qui devra recevoir les initiateurs de la charte de gouvernance? Est-ce que vous serez? Non, je n'y répondrai pas, mais je peux vous dire qu'avec Yewwi Askan Wi, on est en phase, on travaille sur toutes les questions et on discute de tout. Comment il y a une d'instruction, vous n'êtes pas d'accord pour proposer, par exemple. La deuxième question, c'est que vous dites que la charte, vous ne la signerez pas, mais est-ce que vous n'avez pas peur de la constitutionnelle? Vous répondez en seconde. Je n'ai même pas compris votre question. Je dis, première question. Non, la première, je l'ai entendue. Voilà, la nouvelle charte, la charte de non-violence, est-ce que vous ne la signerez pas? Mais est-ce que vous ne devez pas la pression populaire religieuse? Je crois que si vous avez suivi la trame de ma conférence, vous devez comprendre que je ne suis pas un homme politique qui vit de pression ou sous la pression. Je respecte tout le monde et j'apprécie les choses de manière assez détachée et en concertation avec mes staffs. C'est la première chose. La deuxième question, vous avez la réponse vous-même. Je ne peux pas, moi, déplorer la présence du président de la République et du ministre de la Justice dans le Conseil supérieur de la magistrature et moi proposer un juge. Vous metteriez qui, par exemple?